merci aux Beaux-Arts de nous accueillir dans cette salle extrêmement impressionnante. Euh, alors, je vais peut-être effectivement faire le chef d'orchestre, et enfin je vais essayer. Et peut-être pour simplement dire de quoi on parle, parce que c'est peut-être pas si simple. D'abord, dire quelques mots de la poussière et du mot même, poussière. Puisqu'en fait, en étudiant un petit peu la sémantique de ce mot à travers les âges, on se rend compte que de manière assez étonnante, c'est un terme, une notion assez élastique et qui, au gré et au fil comme ça des siècles, va convoquer différents types de sème, comme on dit, de sens. Et je pense que c'est une bonne introduction à la pratique de Lionel et aussi à la jonction entre la poussière d'étoile et celle du métro, parce que donc le terme vient de pulvus en latin, et la première acception en français c'est à la fin du XIIe siècle. Alors c'est une acception qui est pas très étonnante, en fait c'est simplement ça désigne une terre desséchée, mais en fait très vite, dès le siècle suivant, et ça c'était intéressant parce qu'on est évidemment dans le Moyen-Âge chrétien, le terme de poussière désigne les restes humains, c'est-à-dire ce qui reste après la mort. On entend évidemment là la fameuse phrase de l'Ecclésiaste, hein, poussière, tu es poussière et tu redeviendras poussière, qui, comme vous le savez, utilise le terme poussière dans la Vulgate, alors que chez les anglo-saxons par exemple, on utilisera plutôt la cendre, ashes to ashes. Et donc, ce qui signifie que cette poussière, au départ, on l'a évidemment un peu oublié aujourd'hui, mais elle est méliorative, si on peut dire. Ce sont les restes qui vont être transfigurés dans l'eschatologie chrétienne. Mais très vite, en fait, dès le XVIe, des termes beaucoup plus, enfin une acception qui est beaucoup plus proche de la nôtre se fait jour. L'expression d'ailleurs réduire en poussière existe pour la première fois en français au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on se rapproche de quelque chose qui a trait au néant, au vide, à la disparition, et ce qu'on connaît sous le terme de poussière, c'est-à-dire le mélange de particules diverses qui sont ou en suspension d'ailleurs, ou sur le sol, dès le départ, dès le XVIe siècle d'ailleurs. La poussière peut être une poussière comme ça qui est celle du sol, celle de la terre desséchée du XIIe siècle, mais aussi une poussière qui reste en suspens, donc qui a déjà une forme d'élévation. Et puis au siècle suivant, une autre expression commune, mordre la poussière, fait son apparition en langue, mais aussi, exactement au même moment, au XVIIe, une expression alors qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui, qui est jeter de la poussière aux yeux. Aujourd'hui, on dirait plutôt jeter de la poudre aux yeux, c'est-à-dire en fait éblouir. Alors éblouir en mauvaise part, mais éblouir quand même. C'est-à-dire que dès le XVIIe siècle, et ça me semble assez intéressant pour ensuite évoquer la pratique de Lionel, la poussière peut être à la fois cette chose négligeable, ce rebut, mais en même temps une forme d'éblouissement. Et à la fin d'ailleurs de ce siècle, je crois que c'est d'ailleurs Madame de Sévigné qui est une des premières à employer le terme de poussière comme le rien en plus négligeable. Vous savez, quand on dit oui, il y en a, je sais pas, 3 ou 4 et des poussières, c'est-à-dire ce reste comme ça qui n'est pas quantifiable. Et en fait, dès ce siècle-là, d'ailleurs, et ça commence avec l'exploitation des mines de charbon, la poussière va pouvoir aussi désigner cette poussière particulière qui est celle du charbon. Et donc vous voyez comment, au fond, on passe de l'univers chrétien à un univers qui est plus laïcisé, disons, dans lequel en tout cas le reste devient un reste qu'il va falloir évacuer. Et au XVIIIe et au XIXe, le terme de poussière va prendre une connotation qui est celle qu'on connaît encore aujourd'hui, sous la poussée, si je puis dire, de la pensée hygiéniste, qui est une connotation de dangerosité. Ça va être les poussières microbiennes. Donc ça, c'est le fameux moment, évidemment, Pasteur, la génération spontanée, etc., ce combat comme ça de scientifiques au XIXe, mais en tout cas, pendant lequel, au XIXe, la poussière va devenir le lieu d'un danger, et donc il faut vraiment l'évacuer pour conserver la santé, le bien-être, et où elle va aussi désigner une véritable déflagration mortelle. C'est ce qu'on appellera les coups de poussière. Donc le coup de poussière, c'est au XIXe siècle, ça désigne une déflagration dans une galerie
de mines de charbon, qui est lié à l'inflammation en fait de la poussière et qui tout simplement qui va tuer un certain nombre de mineurs. On appelle ça aussi le coup de grisou, mais le premier terme c'est le coup de poussière. Et donc en fait on voit que avec l'invention du microscope, donc la poussière microbienne dangereuse, il va y avoir aussi ensuite l'invention du télescope. Et c'est là où, alors je crois que, mais ça Cécile, je parle sous ta responsabilité, moi j'ai vu que l'un des premiers à employer le terme de poussière d'étoile, c'était Flammarion, en 1880. Et donc ce terme de poussière d'étoile va devenir de plus en plus commun au XXe siècle. J'ai oublié de dire qu'un siècle avant, au XVIIIe, et j'en aurais presque fini avec ma petite balade linguistique, la poussière va devenir aussi, et ça plaît beaucoup à Lionel, je le sais, un synonyme de pollen. Donc on voit que finalement, dans toute cette... Alors c'est brossé un peu à grands traits, hein, mais je n'ai pas accaparé la parole sur de la linguistique ou de la pseudo-linguistique pendant trop longtemps, mais on voit bien qu'en fait il y a une tension qu'on lit même dans la langue et dans son évolution entre le haut et le bas, une vision améliorative et une vision au contraire péjorative, négative, positive si vous voulez, entre donc finalement la poussière du métro, qui serait la poussière qu'il faut véritablement réduire, détruire, et puis la poussière céleste, qui serait la poussière poétique, la poussière non dangereuse, une tension, une ambivalence aussi entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Et au fond, mais Lionel va en parler, son geste, c'est aussi un geste qui prend ce qui est invisible pour le rendre visible, et puis aussi évidemment ce qui est informel, et ce à quoi on va pouvoir donner une forme, notamment par le geste artistique. Voilà. Donc je te passe peut-être la parole pour que tu nous parles de ta manière de considérer la poussière, de la récolter et de la former, de l'informer. Oui, alors ça marche là? Oui. Ben, merci Yannick. Alors moi la poussière, ma rencontre artistique avec la poussière, elle s'est produite en 98. C'était l'année où je suis rentré dans cette école étudiant aux Beaux-Arts. C'était une rencontre marquante, donc c'est ça que je vais vous raconter. C'était donc moi je venais d'arriver de l'île de la Réunion où j'ai grandi et j'habitais en France, enfin en métropole depuis un an à peu près. Et c'était le premier hiver donc que je passais en tant qu'étudiant aux Beaux-Arts ici, et j'étais bon, un peu perdu dans cette ville que je trouvais très austère et hostile un peu, très brutale en fait. J'étais très heureux d'être dans cette école, mais j'étais voilà un peu isolé et perdu. Et en fait un soir, voilà, ça devait être la fin de l'automne, j'étais chez moi et j'ai perçu du coin de l'œil un élément comme ça qui bougeait dans le. J'habitais pas très loin d'ici, enfin j'habitais rue d'Aboutir et j'étais dans une chambre de bonne et j'ai vu un truc se déplacer dans mon appartement. Alors moi mon réflexe ça a été de me dire mais ça doit être un insecte ou une souris ou en tout cas un truc vivant, comme ça aurait été le cas à La Réunion, quoi. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, c'est en général un cafard, une araignée ou un lézard ou bon voilà. Et donc je me suis dit je vais partir chasser ce truc vivant qui est chez moi. Et en fait quand je me suis approché, j'ai compris que c'était un petit mouton de poussière qui s'était déplacé avec un courant d'air. Et donc ce que j'ai ressenti en découvrant que cette chose vivante était en fait un petit amas de matériaux comme ça à l'état dit mort, ça m'a profondément troublé. C'est-à-dire j'ai eu un petit moment comme ça de trouble qui était assez étonnant, que j'ai du mal à décrire d'ailleurs par des mots, puisque c'était une espèce de stupeur amusée et aussi un peu un léger vertige en fait. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est il faut absolument que je fasse durer cette émotion en donnant forme à ce petit morceau de poussière. Donc je l'ai pris et je me suis dit comment je communique en fait ce que je suis en train de ressentir là. Et alors le premier truc que je me suis dit, c'est bon voilà, c'est un mouton de poussière, je me dis je vais faire un petit mouton. Comme ça va me rappeler bon le mouton, bon. Et voilà, donc je commence à manipuler cette espèce de petit truc un peu dégueu, mais pas trop, puisque c'était chez moi, c'était
mes cheveux, mes trucs, donc j'avais une familiarité quoi avec cette poussière qui était plutôt douce. C'était chaud comme ça, c'était doux, c'était plutôt presque comme une petite peluche quoi. Et en commençant à donner forme à ce petit mouton, je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, c'était plutôt un loup, parce que c'était l'inverse du mouton, donc ça faisait un espèce de pied de nez déjà. Et puis en plus, la poussière, elle, elle m'a tout de suite amené vers le loup. C'est-à-dire qu'elle est grise, elle est sauvage, et déjà même en la manipulant, il y avait un truc d'insaisissable en fait. Il y avait un truc où je me rendais compte que c'était elle qui guidait la forme de ce qui était en train d'apparaître. Et ça, c'était pour moi grisant, et c'était pour moi réellement quelque chose qui prolongeait l'espèce de sentiment que j'avais eu en voyant cette poussière. C'est-à-dire que c'était un vrai échange, en fait, avec un matériau dur à contrôler. Alors, je crois que vous voyez là, moi je le vois pas d'ici avec la lumière, mais je pense que vous voyez Vous le voyez, hein? Ah, là, vous le voyez très bien. Donc, c'est peut-être pas le premier petit loup dont je suis en train de parler, mais c'est un qui ressemble beaucoup et qui date de cette époque-là. C'est à peu près grand comme ça, c'est-à-dire ça a la taille du mouton de poussière. Et voilà, donc j'ai fait ce petit loup comme ça, je l'ai posé, et j'ai vu qu'il s'affaissait doucement comme ça, là. Alors je me suis dit, bon, comment je vais faire pour lui donner un petit peu de... Et comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cheveux, en fait, là-dedans, je suis parti acheter de la laque à cheveux, en fait, en bas de chez moi. Et donc, j'ai fait comme une petite coiffure en forme de loup, en fait, et que j'ai, comme ça, fixé à la laque à cheveux. Ça sentait très mauvais, parce que la laque à cheveux, il y a des odeurs comme ça, un peu très désagréables, et qui font très mauvais ménage avec la poussière. Ça fait vraiment un truc bon, voilà, qui m'a... Et donc ce petit loup, je l'ai posé, je l'ai laissé là, quoi, et je me suis dit, bon, c'est amusant. Et je me suis décidé à le montrer, en fait. Je l'ai mis dans une boîte d'allumettes et je suis venu aux Beaux-Arts avec. Et je l'ai montré aux enseignants qui me suivaient, je l'ai montré aux autres étudiants qui étaient avec moi. Et j'ai eu beaucoup de succès, en fait, avec ce petit loup qui était plutôt un gag, en fait. Qui était perçu comme, ah là là, il a fait un loup en mouton. C'était rigolo, c'était dans cette boîte d'allumettes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné assez rapidement. Et j'en ai fait un autre. Et donc, je me suis trouvé comme ça pendant mes premières années d'études à avoir toujours sur moi un ou deux petits loups dans une boîte d'allumettes et à le sortir soit pour amuser les autres, soit pour aussi me faire payer à boire aussi. C'est-à-dire un peu comme un truc d'échange, soit voilà, c'était un petit élément qui servait d'échange en fait. Alors, à force de pratiquer comme ça l'échange de petits loups en poussière, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu plus signifiant et intéressant que ce que j'étais en train d'en faire en fait, ce petit loup. C'était pas juste un amusement, puisque c'était en fait des petits moments de ma vie intime que je venais récupérer, parce que tous ces petits loups venaient de chez moi, donc c'était voilà des petits fragments de ce qui se passait chez moi en fait, que je sortais à l'extérieur et que j'offrais en échange. Donc c'était très personnel, c'était très signifiant de quelque chose comme ça, où j'étais à ce moment-là avec une envie de m'intégrer, tout ça aussi. Et donc c'était assez profond et ça reflétait beaucoup en fait l'état dans lequel je me sentais. Mais je pense j'avais le sentiment que ça dépassait ça en fait et que ce que j'avais à chercher dans la poussière, c'était quelque chose de plus ample que juste cette histoire qui était en fait là intime, quoi, finalement. Et donc ce que je me suis dit, c'est bon, voilà, j'ai fait quelques petits loups, c'est bien, mais maintenant il faut que je fasse une meute, en fait. Et donc je me suis mis à oser aller demander à d'autres gens de la poussière, de chez eux, et à faire beaucoup de petits loups en poussière. Mon idée à l'époque, c'était de faire une grande meute de loups, mais à échelle de la poussière,
Et la première fois que j'ai réussi à faire une meute de loups comme ça et que je l'ai présenté, c'était dans la cour vitrée, là, juste là derrière. C'était aux portes ouvertes. Et donc j'avais eu toute la cour vitrée. Et le projet, c'était de faire comme s'il y avait un peu des amas de saleté comme ça qui se baladaient déjà sous le ciel de la cour vitrée. Et que en fait les visiteurs arrivent et se disent oh là là c'est sale là cette cour, ils ont quand même pu balayer pour les portes ouvertes, et qu'après en s'approchant on se rend compte que ah oui non en fait il y a 500 petits loups qui sont comme ça. Donc c'était un long travail, oui ouais, c'était un long travail fastidieux que je faisais chez moi en plus, alors donc j'étais vraiment entouré de poussière dans ma petite chambre de bonne là. Et donc alors voilà, j'ai mis ces petits loups là, et le lendemain matin en fait, la deuxième journée des portes ouvertes, j'ai reçu un appel des Beaux-Arts qui m'ont dit oh là là, il y a la femme de ménage a balayé toute ta meute de loups. Alors j'ai dit est-ce qu'il y a des photos, tout ça, parce que je me disais c'était quand même super et il n'y avait pas de photos, donc pour tous ces loups ont disparu comme ça dans la poubelle. Et ça m'a beaucoup amusé à l'époque parce que ça restait un truc très léger en fait pour moi. Et le temps a encore passé. Donc tout ça, ça se passe en années, tout ça, jusqu'à ce que je me dise bon, c'est bien ces petits loups qui bougent, tout ça, mais ce qu'il faut en fait, si je veux vraiment coller à ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire donner il faut que je fasse un grand loup. C'est-à-dire que la poussière quitte le mouton de poussière, qu'elle quitte vraiment cette échelle qui est celle de la poussière qui se promène toute seule pour venir nous rejoindre sous la forme d'un loup, et qu'elle en fait non pas qu'elle prenne vie mais qu'elle aille vers l'être vivant qu'elle est censée signifier, et qu'elle quitte son échelle de mouton de poussière. Et c'est là que j'ai eu énormément de chance en fait, parce que ce que je me suis dit, c'est où est-ce que je peux trouver beaucoup de poussière, suffisamment en tout cas pour réaliser un loup à échelle 1. Et la première idée qui m'est venue, c'est d'aller à la station de métro qui était la plus proche de chez moi, et c'était la station Châtelet-Les Halles. Donc je suis allé là-bas. Bon, j'ai commencé à essayer de récupérer un peu la poussière qui traînait comme ça. Alors d'abord, j'avais très peur parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, donc j'étais comme ça du bout du pied à récupérer des petits fragments de moutons en essayant d'avoir l'air discret, donc forcément tout le monde me regardait, c'est qu'est-ce qu'il fait celui-là. Et donc j'étais complètement, et bon, petit à petit j'en ramassais quand même un peu, mais c'était très compliqué. Et au bout de peut-être 1 ou 2 mois comme ça de cette récolte très douloureuse et tout ça, j'avais à peine un petit sac comme ça, pas de quoi faire une oreille de loup. Et donc je me suis dit bon, il faut changer de truc et il faut que tu assumes ce que tu projettes de faire. Il faut que tu crois et que tu assumes en ton projet, c'est-à-dire que tu prends un balai, tu vas dans le métro et tu balayes comme ça quoi, Et donc là, ça a été une grosse étape pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on me regardait moins en fait. C'est-à-dire j'arrivais avec mon balai, et comme ça, très déterminé, et les gens se poussaient comme ça, en faisant. Alors ils devaient se dire il est dingue, probablement, mais comme pas plus qu'avant en fait. Et ils me laissaient passer en fait, comme j'étais très déterminé. Et donc j'ai commencé à balayer comme ça, et surtout à me rendre compte que l'endroit que j'avais choisi était un endroit à l'époque où il y avait 700 000 personnes par jour qui passaient, et donc 700 000 personnes par jour qui créaient cette poussière que je récupérais. Et donc ça m'a profondément touché, et ça a rendu cette poussière très précieuse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, donc en balayant et au contact de tous ces gens comme ça qui circulaient autour de moi pendant que je balayais, que j'étais en train en fait de récupérer des fragments de 700 000 personnes par jour qui passent. Et donc des fragments de l'humanité qui est en train de vivre. Et donc c'était un peu, après je voyais ça partout, je me disais par exemple dans une salle là, si on balaye après notre départ, on aura des fragments de nous tous, qui seront dans si on fait une sculpture. Et donc ça sera ce moment, et nous, qui serons, la sculpture sera ou le dessin d'ailleurs, ou enfin ça sera l'image de ce moment et de nous. Et donc voilà, donc je suis parti dans cette récolte, et au bout de quelques temps, j'ai eu de quoi faire mon premier loup en poussière.
Voilà, là on voit de la poussière. Et alors, l'image suivante, si j'y arrive. Voilà. Et donc, bon, au bout de quelques années, vous voyez, 2006-2011, j'ai composé en fait toute une meute de loups. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que le premier loup, c'est celui qui est là-bas derrière, là tout au fond. Donc il était couché, c'était vraiment comme un tas de poussière, comme ça, proche du sol. Et quand je l'ai fait, bon, c'était bien, je l'ai montré un petit peu, comme ça, tout ça, et puis je me suis dit, il en faut d'autres, en fait. Et petit à petit, alors sans le prévoir, je me suis rendu compte que je faisais des loups qui étaient de plus en plus levés, enfin qui se relevaient, en fait, finalement. Jusqu'au dernier loup de cette meute, que j'ai fait hurlant comme ça à la lune. Et donc ça, c'était la première fois que j'ai montré tous ces loups ensemble. Ça a été un énorme coup de chance, en fait. Ils ont été montrés à la galerie de l'évolution. Donc alors c'est carrément là. Bon. Après, je savais pas où faire mieux. Bon, je sais maintenant, parce qu'il y a eu Chambord, quoi. Mais voilà, la galerie de l'évolution pour un projet comme ça, c'était vraiment quel endroit rêver de mieux. Puis il y a tous les animaux empaillés, il y a le nom d'évolution et il y a cette poussière qui est voilà pour moi un portrait d'humanité entre 2006 et 2011 et un portrait de notre relation au sauvage aussi, de notre relation entre nous en fait. Et voilà, c'était un grand moment pour moi, qui a marqué aussi, c'est ça qui m'a permis d'être identifié dans le milieu de l'art, ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très fort dans mon parcours et qui a scellé quoi mon lien avec la poussière. Donc là, je vous montre d'autres images pour que vous voyez un petit peu ce matériau. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais on distingue beaucoup des fragments de cheveux, de tissus. C'est des éléments voilà, qui sont vraiment composés. Là, voilà, vous pouvez voir les loups un par un. Je voulais vous les montrer pour vous montrer un petit peu aussi En fait, lorsque je faisais ces sculptures, j'avais vraiment des problématiques de sculpture ce sont des sculptures qui sont en fait très classiques, avec une structure qui est une structure classique en métal, et la poussière en fait qui remplace ce qui pourrait être de la terre ou du plâtre. Et donc c'est mouton par mouton sculpté sur la structure. Donc chaque mouton est collé en fait avec de la colle en bombe. La poussière a été préalablement traitée avec de l'alcool d'abord, et puis maintenant au froid aussi, parce que ce qui s'est passé la première fois que j'ai montré ces sculptures au musée, enfin à la galerie de l'évolution, et bien en fait il y a eu une attaque de mythes. Donc bon, alors ça c'était 15 jours après l'arrivée de la pièce, j'ai eu un appel du musée qui me disait oui bon alors il y a des mythes là, ça va pas du tout, il faut que tu viennes. Donc moi je me rappelle, je prenais le trajet en métro et je me disais bon voilà c'est la cata. Ils vont me rendre mes loups, j'ai infesté le musée, c'est la catastrophe. En plus il y avait eu de la presse, tout ça, enfin j'étais sur un nuage parce que ça avait eu du succès et là ça j'étais retombé au 36e dessous. Et donc pendant tout le trajet j'étais à me morfondre jusqu'à ce que j'arrive là-bas et que je rencontre l'entomologiste du musée qui était complètement fou de joie en fait. Il m'expliquait voilà, il y a des mythes et tout, super les mythes, tout ça. Il m'explique, il y a toujours des mythes hein, dans le musée en fait. Mais là, il y en a beaucoup plus parce qu'elles viennent de tes loups. Et en fait, il m'expliquait que lui, et ça j'ai adoré parce qu'il avait un truc très ambivalent à la fois il adore ces petits insectes et à la fois il doit les contrôler, c'est-à-dire les éradiquer. Et donc lui m'a expliqué comment en fait traiter les mythes, c'est-à-dire c'est le froid en fait. Donc on avait fait venir des camions réfrigérés et on avait mis les loups dans les camions à moins 20 degrés, donc ils étaient presque comme dans les glaces dont on parlera peut-être après. Et voilà. Bon voilà en gros là je vous ai parlé un petit peu comme ça de ce projet de meute de loup qui était le plus important pour moi avec la poussière. Donc peut-être après je reprendrai la parole sur d'autres utilisations de la poussière, mais peut-être voilà je vous relaisse la parole. Quoi, en fait. Hein. Merci beaucoup Lionel. En fait,
tu m'as donné une forme de transition assez simple, puisque en fait tu viens de dire qu'effectivement cette poussière, qui est essentiellement d'origine humaine, en fait, comme tu le disais, c'est-à-dire que la poussière, en tout cas dans des lieux fréquentés par l'homme, c'est essentiellement des choses qu'on perd, des bouts de notre corps qu'on perd. Et on pourra peut-être revenir là-dessus, justement, sur ce rapport assez étrange entre une poussière qui n'appartient à personne et qui pourtant est formée de ce qui nous est le plus propre, c'est-à-dire notre corps, les cheveux, les ongles, la peau. Mais donc c'est effectivement la poussière n'appartient à personne, et c'est assez étonnant parce que dans notre monde où tout appartient toujours à quelqu'un, en fait c'est peut-être l'un des rares éléments qui n'appartient pas à quelqu'un, et qui en même temps est extrêmement signifiant parce que c'est une trace, un témoignage. Et je voulais donc justement me retourner vers Cécile pour lui demander si la poussière d'étoile, elle appartient à quelqu'un, et j'imagine qu'elle, évidemment, on va la chercher parce qu'elle est aussi très signifiante et qu'elle est le témoignage d'autre chose. C'est ça. Alors l'ordinateur s'est bloqué, donc je ne peux pas vous montrer des images, mais ça va venir. Donc nous, effectivement, on recherche la poussière, comme disait Yannick tout à l'heure, tout est poussière, elle redeviendra poussière, et c'est exactement le cas. Merci. C'est que ces poussières, elles sont extrêmement significatives puisque on vient tous de la poussière. Et on redeviendra tous de la poussière. Donc sur cette image, vous pouvez voir que si on part ici, alors c'est une représentation extrêmement schématique, mais si on part du système solaire qu'on peut voir ici avec le Soleil, les planètes autour, que vous pouvez pas voir, d'accord. Et donc bon, je vous explique et puis vous verrez les images après. Donc en fait, on vient tous de la poussière et on vient tous des étoiles. C'est-à-dire que au départ, il y a du gaz, principalement de l'hydrogène et puis un petit peu de poussière. Et cette poussière va être cyclée dans plusieurs générations d'étoiles qui vont vivre leur vie et qui vont ensuite former des planètes. Et à la fin de la vie des étoiles, toute la matière qui était dans le système solaire ou stellaire autour des étoiles va être rendue au milieu interstellaire et qui va resservir à reformer d'autres planètes. Donc c'est vraiment tout n'est que poussière, redeviendra poussière, c'est vraiment très vrai. C'est que depuis le début de l'univers, il y a 13 milliards d'années, on ne fait que recycler la poussière. Et comme je disais à Yannick et à Lionel, c'est que moi donc on va collecter les poussières dans les régions les plus propres de la Terre qui sont en Antarctique, mais on est un peu aussi les balayeurs de la poussière interplanétaire. Et donc vous voyez là les images? Oui. Et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les nuages qui sont dans l'espace, les nuages qu'on appelle moléculaires, où il y a du gaz et un petit peu de poussière, et qui sont observés par des télescopes. Ici, c'est une image du JWST, donc le James Webb Space Telescope, peuvent à certains moments s'agglomérer pour former un système stellaire en formation. On va appeler ça un disque protoplanétaire, qui peut faire ensuite un système stellaire, ou pour nous le système solaire avec les planètes qu'on connaît et qui tournent autour du Soleil. Et donc l'intérêt d'aller chercher les poussières quand on est un scientifique, c'est alors aussi parce que c'est beau, je vais vous montrer des images, c'est vraiment magnifique, enfin moi je trouve ça super beau, mais c'est aussi de comprendre un peu d'où l'on vient, parce que dans le système solaire, tous les planètes sont maintenant sous forme ronde, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, elles sont passées par un état de fusion, ou alors c'est les gaz qui se sont accrétés autour. Et donc pour retrouver cette matière qui était là tout au début, il faut aller dans des endroits où il n'y a pas eu cette formation de planètes. Et ces endroits-là, donc c'est la ceinture d'astéroïdes, ici entre Mars et Jupiter, et puis les comètes. Donc les comètes, si vous avez eu la chance d'en voir, par exemple, moi je suis suffisamment âgée, on va dire, par rapport aux jeunes étudiants, même qui sont maintenant avec nous, c'est en 97, il y a eu une comète magnifique qui s'appelait Hale-Bopp, et qui s'est approchée du Soleil, et dont on pouvait l'observer dans le ciel à l'œil nu. Donc cette poussière dont on va chercher les archives, c'est donc dans la ceinture d'astéroïdes,
Alors les échantillons des astéroïdes, on en a, ce sont les météorites, qui sont en particulier au Muséum d'histoire naturelle, donc c'est des gros cailloux. Mais dans les astéroïdes, il se passe aussi des choses. Donc on va essayer de trouver de la poussière qui vient d'encore plus loin, qui vient des comètes. Alors on sait que les comètes, il y en a dans deux emplacements. Il y a une ceinture de matière qui est au-delà de Neptune. Et puis il y a un nuage encore plus lointain qu'on appelle le nuage d'Oort qui contient aussi des comètes. Et on sait que ces comètes contiennent de la poussière puisque quand elles s'approchent du Soleil, donc on retrouve ici les deux réservoirs de la ceinture de Kuiper et puis le nuage d'Oort qui est tout autour. Quand les comètes s'approchent du Soleil, elles vont la glace qu'elles contiennent va se sublimer et elles vont relâcher les poussières qu'elles contenaient. Et donc ça va faire ces fameuses queues blanches qu'on voit quand on voit une comète. Donc ça c'est une image de la comète de Halley dans les années 80. Donc ça là on va pas la revoir avant un moment. Et je vous parlais de Hale-Bopp, donc moi j'ai eu le privilège de la voir, elle était magnifique. Et je me souviens j'étais en postdoc à Los Angeles à l'époque, donc après mes études. Et quand je rentrais le soir sur le parking, je la voyais au-dessus de l'horizon, c'était vraiment magnifique. Et donc on a on appelle ça des petits corps, donc c'est des corps de quelques kilomètres, donc par rapport aux échelles planétaires c'est tout petit. Et c'est ce qui explique qu'elles ont préservé en fait les informations qu'on cherche pour savoir qu'est-ce qui a permis de former les planètes. Donc on a ce fameux noyau qui est un agglomérat de poussière un peu plus gros que ce que Lionel fait, qui est mélangé avec de la glace. Alors là, c'est congelé naturellement, on n'a pas besoin de les congeler pour enlever tous les microbes ou les bactéries qui pourraient être dessus. Et puis, il y a ces queues de poussière qui font des dizaines de millions de kilomètres, donc c'est des œuvres d'art en soi. Et il y a aussi des queues de plasma, alors ça c'est juste du gaz qui a subi l'influence du soleil, donc qui se transforme en un gaz ionisé, réactif, et qui prend cette couleur bleue. Et donc, vous en avez tous vu des poussières qui rentrent sur Terre, probablement, à chaque fois que vous voyez une étoile filante, eh ben, c'est une poussière qui rentre sur Terre. Et elle va frotter sur les molécules d'air dans les couches supérieures de l'atmosphère. Et donc ça va faire ce même plasma, ces couleurs très, très jolies qui tracent le fait que une poussière vient de rentrer sur Terre. Et donc je suis pas très artiste du tout, je dessine très très mal, mais je trouve ça vraiment très très beau. Je trouve que il y a un côté vraiment esthétique qui est très beau. D'ailleurs, je pense que tout le monde aime voir des étoiles filantes, c'est quelque chose de magique. Il y a une espèce de magique dans cette entrée de la matière extraterrestre qui rentre sur Terre. Et donc pour collecter ces particules, donc nous on va pas balayer dans le métro, on va un peu plus loin. Donc ça c'est des collectes qui ont été effectuées au départ par Michel Morette, qui était mon directeur de thèse. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a eu un jour, il s'est dit j'en ai marre de faire de la physique nucléaire, je vais aller chercher les micrométéorites au pôle Nord. Ok. Et la France étant ce qu'elle est, il a eu des financements, alors un tout petit peu au départ, allez on va voir. Et puis ça a fonctionné, il a récupéré de la poussière qui tombait au fond des lacs au Groenland. Mais bon, il y avait une boue, alors c'était pas comme Lionel, mais c'était quand même mélangé à de la boue. Et lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était un peu l'origine de la vie, savoir est-ce qu'il y avait toutes ces notions de panspermie, est-ce que la vie vient de l'espace. Et comme ces poussières étaient du coup dans de la boue terrestre, il s'est dit ça va pas, il faut que j'aille aux endroits où il fait plus froid, donc en Antarctique. Et là où la vie terrestre est quand même beaucoup plus limitée. Donc depuis les années 90, il est allé en Antarctique. Et donc maintenant, Michel a pris sa retraite il y a une vingtaine d'années. Et on continue à faire les collectes de poussière, cette fois-ci au Dôme C, donc dans la neige des régions centrales antarctiques. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire d'aller sur ce continent qui est un continent scientifique pour aller chercher la poussière qui a servi à former toutes les planètes et en particulier la Terre. Donc, je
continue ou... Ouais. Parce que quand tu dis d'aller chercher toutes les poussières qui ont formé la Terre, est-ce que tu peux être un tout petit peu plus, alors peut-être pas précise, mais plus explique un petit peu d'où viennent en fait et pourquoi on peut retracer cette forme d'origine? Oui, alors c'est effectivement, on voit quand on regarde avec des télescopes dans l'espace, on voit qu'il y a des bandes de poussière. Donc on sait que ces poussières, elles existent dans l'espace et elles ne se sont pas accrétées dans les planètes. Et quand on les analyse ensuite en laboratoire, on voit que leur composition correspond à la composition moyenne du Soleil. Et il faut savoir que le Soleil, il représente 99% de la masse de ce qu'il y a dans le système solaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les planètes, c'est très très gros, mais en fait c'est tout petit par rapport au Soleil. Et ces poussières, donc sur Terre, la Terre est différenciée, il y a une croûte, en dessous de la croûte il y a un manteau, en dessous du manteau il y a un noyau, donc la Terre elle a évolué, il y a des processus géologiques qui ont fait que par rapport à la composition initiale, tout a été transformé. Donc c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller retrouver des objets qui n'ont pas subi ces transformations, donc qui n'ont pas subi cette formation planétaire. Et quand on analyse les météorites, donc ça a commencé comme ça, au départ on ne savait pas ce que c'était ces roches qui étaient différentes des roches qu'on trouvait à la surface de la Terre. Et puis petit à petit, il y a eu des observations de chutes de météorites, et les scientifiques ont fini par émettre l'idée que ça pouvait être des roches qui venaient de l'espace. Et on a eu de plus en plus d'évidence, effectivement, que c'était différent de ce qu'on avait sur Terre. On voyait tout à côté, l'un de l'autre, des petits éléments qui, sur Terre, ne pourraient pas cohabiter, parce que quand on passe par des étapes de fusion, comme dans des éruptions volcaniques, ou que la matière est recyclée dans la tectonique des plaques, tout ça, ça entraîne une certaine homogénéisation de la matière. Alors que dans les météorites, on dit qu'on est dans des phases déséquilibrées. On a l'une à côté de l'autre des choses qui ont été formées à 1500 degrés et puis du carbone qui a été formé à 200 degrés par exemple. Donc ça nous permet de savoir que c'est pas terrestre. Après, on a d'autres indicateurs aussi parce que le Soleil n'émet pas que de la lumière, il émet aussi des particules, des protons, des éléments qui sont envoyés en permanence dans l'espace. Et qui pourrait d'ailleurs nous faire beaucoup de dommages si on n'avait pas toute l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre pour nous protéger. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore de la vie sur Terre, alors que d'autres planètes qui n'ont pas d'atmosphère aussi protectrice ou de champ magnétique aussi protecteur, la vie est peut-être apparue sur Mars par exemple, mais n'a pas persévéré. Et donc cet effet ce qu'on appelle du vent solaire sur les objets qui sont dans l'espace, on peut le mesurer une fois qu'ils arrivent sur Terre. Donc avec tous ces indices-là, on peut savoir que les corps viennent de l'espace. Et comme la composition correspond à la composition du Soleil, donc la composition moyenne, ça nous permet de dire que c'est probablement à partir de ça que les planètes se sont formées. Après, là, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours une chasse à qu'est-ce qui est le plus primordial. On sait que les météorites, elles ont subi un peu d'altération sur leur astéroïde dont elles viennent. D'où l'intérêt d'aller chercher la poussière de comètes, qui sont beaucoup plus lointaines, beaucoup plus glacées, beaucoup plus froides et qui ont été moins transformées. Donc voilà. Merci beaucoup. Lionel, sur cette question parce que Cécile vient de nous expliquer évidemment dans la dimension scientifique, la recherche de traces, de témoignages, et donc pour remonter une forme de compréhension. Toi, tu parlais de ça tout à l'heure en disant, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que tu commences presque en disant que finalement l'émotion, passer la première émotion de la poussière comme ça, qui est en suspens, ce qui t'a frappé très vite lorsque tu étais dans le métro au départ, c'est de te dire que justement tu récoltais aussi des traces multiples, hétérogènes, et que c'était ça qui avait, si j'ai bien suivi, aussi fait que tu voulais changer d'échelle pour donner à voir cet agrégat de multiplicité, de diversité.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, cette poussière, alors qui est très humaine, comme tu as dit, c'est une histoire, quoi. Elle porte la trace d'une histoire, même si je la décode pas de manière scientifique, là, pour le coup, mais je pense elle a une charge symbolique, en fait. Elle a une charge symbolique, et elle a cette ambivalence de la chose qui est rejetée, de la chose qui est pourchassée, qui est peut-être dangereuse. C'est-à-dire, par exemple, dernièrement, j'ai eu une période creuse au niveau poussière, c'était pendant le confinement, où là, bon, j'ai peu récolté dans le métro, puisque, bon, c'était... En même temps, c'est les fois où après le confinement, les seules fois où j'ai récupéré de la poussière en portant un masque, parce que habituellement, je me protégeais pas. Mais oui, c'est ça, c'est que je pense que ces matériaux, ils ont la trace d'une histoire, ne serait-ce que... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se la raconte comme ça, de manière ouverte. C'est-à-dire, par exemple, maintenant que les premiers loups, ils ont pratiquement 20 ans, je sais pas, on peut tous se dire qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans, en fait, quand on voit cette poussière. Elle est la trace de ce moment-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'imaginer que peut-être quelqu'un regardera un de ces loups dans, je sais pas, 100 ans. Enfin, c'est la dimension temporelle, c'est qu'un jour, ça deviendra des choses qui se sont passées il y a longtemps, quoi. Et ces petites poussières seront les traces de il y a longtemps. Alors c'est un longtemps qui doit être beaucoup plus court que le longtemps qui est le tien, mais qui est quand même quelque chose pour nous, et ne serait-ce qu'à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire, je sais aussi, moi je pense à des trucs comme ça, que le premier loup qu'on a vu tout à l'heure, là, il y a des gens qui sont plus là, et qui sont présents dans ce loup. Et ça me plaît beaucoup aussi. C'est-à-dire, ça conserve un truc. Alors justement, est-ce que sur cette question-là, est-ce que tu pourrais éventuellement faire avancer le PowerPoint pour in order to show the assistance that pour montrer les visages, parce que donc là il y a les oiseaux, ça c'est les loups à Chambord, mais parce que je pense que ce que tu dis, voilà, sur les visages de poussière, ça me semble très très frappant, le fait que justement ces gens-là ont à nouveau un visage qui est à la fois singulier, qui est fait de multiplicité, et puis peut-être en allant jusque à la simesse des 100 portraits que tu exposes à Chambord en ce moment, qui est tout à fait frappante de ce point de vue. Oui. Alors, oui, c'est ça, c'est que ces portraits, en fait, donc là, c'est, je sais pas si on les voit bien, c'est les 100 portraits. Je vais peut-être commencer d'abord par... c'est dans la suite, effectivement, directe de ce que j'étais en train de dire sur le fait que cette poussière rassemble, en fait, des gens et la trace de gens. Donc, suite, après, une fois que j'ai fini quand j'ai montré ma meute de loups, là, en 2011, il y avait un petit moment où je me suis dit, bah ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la poussière, et maintenant, il y aura d'autres matériaux, d'autres choses. Mais en fait, j'y arrivais pas à m'en détacher. Je me rendais compte que j'avais un truc à dire encore, et qui était justement lié à ces phrases que tu as relevées, un truc sur l'identité, sur quelque chose qui est le portrait du temps qui passe, quelque chose qu'on peut rattacher à plein d'artistes qui travaillent sur la mémoire ou sur la matière. Donc moi j'ai toujours adoré la partie comme ça chez des gens comme Opalka, par exemple, qui photographie son visage pendant une période de 40 ans, et on voit son visage comme ça qui change, et où en même temps il fait des toiles où il compte. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me plaît beaucoup, qui me touche beaucoup, en tout cas, dans ce truc d'un compte rendu du temps qui passe. Et du coup est venue l'idée d'utiliser ces moutons de poussière qui étaient là, ils sont revenus en fait à l'échelle de la poussière. C'est-à-dire quand je fais des portraits comme ça, c'est à peu près cette taille-là. Le visage, il est entre nous et la poussière en général. C'est-à-dire il est un intermédiaire entre l'échelle du mouton de poussière et l'échelle de notre visage. Et ce qui se passe, c'est que je prends un mouton de poussière, je le pose sur le papier. Et alors j'ai développé une technique de dessin où je tire comme ça avec les cheveux, les trucs avec de la colle à bois, et où en fait un visage apparaît, et il est l'intermédiaire entre ma décision et ce qui était présent dans le mouton de poussière. C'est-à-dire je ne peux pas décider bon tiens, je vais faire un petit enfant souriant.
parce que c'est pas forcément ce qu'il y a dans le mouton de poussière. Donc je dois accompagner en fait ce matériau qui est toujours changeant aussi, qui n'a jamais les mêmes propriétés suivant les saisons, suivant là où j'ai récolté. Quand c'est dans le métro, c'est plus constant. Mais là, par exemple, pour Chambord, il y avait de la poussière du château qui est beaucoup plus minérale et friable, et donc qui me faisait pas du tout les mêmes voilà, les mêmes rendus. Et moi, ça, j'adore parce que c'est en fait, chacun de ces visages est une surprise. Chacun de ces visages, il est quelque part, on ne sait pas où finalement. Et chacun de ces visages, il est composé de plein de gens en fait. C'est-à-dire les cheveux, les fragments textiles qui composent cette poussière, les petits fragments minéraux qui ont souvent été amenés par les promenades que les gens ont fait avant, donc par les endroits où ils sont passés. Et ben, tous ces matériaux qui sont des petites traces d'histoire collective en fait, ils prennent un visage individuel qui souvent nous regarde et qui, moi, au moment où je le fais, m'interpelle en fait. C'est-à-dire, il me regarde et je le connais pas en fait. C'est pas comme quand on dessine avec un crayon, par exemple, où on peut être surpris parce qu'on dessine. Mais là, c'est multiplié cette surprise parce qu'elle est liée à une matière qui a une vie propre en fait. Si je peux dire vie propre en parlant de poussière, c'est vraiment presque l'opposé. Mais voilà, donc ces portraits, donc à Chambord, voilà, c'était la volonté de faire une séquence de temps, qui est une séquence de 100 jours, qui a commencé le 1er janvier et qui se termine le 12 avril, et qui donc est une sorte de calendrier lié à la poussière comme ça, avec un visage par jour. C'est une pratique que je fais depuis, j'ai dû faire ça en 2012 les premiers, 2013 peut-être, le temps de mettre au point ça a été long parce que c'est une technique de dessin assez compliquée pour laisser le blanc du papier, tout ça. Maintenant j'y arrive avec aisance, mais ça a été long. Et ouais, je pense que c'est une pratique que j'aurai toute ma vie, ça, parce que tous les visages sont une surprise, et donc c'est sans fin en fait. Il y aura toujours. Alors il y en a qui reviennent, il y en a, on dirait que c'est le même. Si on regarde, on dirait, il y a encore là celui-là, mais c'est quand même toujours changeant. Et c'est ça moi que j'adore. Voilà. Alors après j'avais un peu regardé, il y avait ce que contenaient ces poussières que je récupère. Moi, ben, souvent c'est des cheveux, c'est des peaux mortes, c'est des cadavres de petits insectes, des petits fragments d'insectes. Et voilà, des fragments minéraux aussi, et beaucoup de fibres textiles. C'est-à-dire, et d'ailleurs, par exemple, la poussière d'été est plus claire que la poussière d'hiver. Parce que probablement, alors j'en sais rien, mais je pense que c'est dû aux vêtements qu'on porte qui sont peut-être plus clairs à cette saison. Donc voilà, il y a eu petit à petit une proximité avec ces matériaux. Moi, j'avais aussi une autre question, parce que ça m'a étonné, tu as dit que tu cherchais de la poussière dans des endroits les plus propres possibles. Et j'aimais bien cette espèce de... Alors on va trouver le coin le plus propre pour trouver de la poussière, ça je trouvais ça... Oui, parce que ce qu'on cherche, c'est la poussière extraterrestre, c'est pas la poussière terrestre. Oui. Et donc il faut aller dans des endroits où justement la poussière terrestre est faible. Et donc c'est pour ça que Michel était parti au Groenland dans la calotte glaciaire, dans la glace groenlandaise. Et ensuite dans la glace antarctique, donc là peut-être vous voyez les Français en général on y va en bateau depuis le sud de l'Australie, donc ça c'est des expéditions qui sont financées par l'Institut polaire, et donc le bateau s'appelle l'Astrolabe, et vous voyez qu'on est accueilli par les manchots à Delhi là, quand on arrive. Alors les images sont en fait à l'envers, hein. Celle d'en bas c'est quand on arrive, on voit que la banquise n'est pas complètement débâclée, qu'il y a encore beaucoup de glace, et en haut c'est 2 mois après quand la banquise a fondu. Mais bon, je trouve les manchots sont mignons, et donc c'est vraiment un endroit exceptionnel, qui est magnifique déjà par le fait que c'est un endroit où on ne peut pas aller, sauf si on est un scientifique, et c'est vraiment le bout du monde. Donc c'est vrai qu'aller chercher de la poussière là-bas, faut avoir l'idée. Donc voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez ici une vue qui prend le pôle sud par en bas.
Et donc on a tous les continents, donc à droite le sud de l'Australie, en haut le sud de l'Afrique, et puis à gauche le sud de l'Amérique du Sud. Et donc le secteur français et la Terre Adélie est face à l'Australie. Et donc c'est là que les collectes françaises ont débuté. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les Français qui collectent la poussière, puisque c'est quand même super intéressant les informations qu'on récolte de cette poussière. Donc il y a plusieurs groupes au monde, même si ça reste quand même une niche. On est quand même, on va dire, quelques centaines de scientifiques à collecter et à travailler sur la poussière, pas plus, à travers le monde. Donc il y a les Américains qui collectent aussi, les Japonais, les Italiens. Et puis ensuite, il y a d'autres endroits où on peut collecter de la poussière. Là, ce qui est très très à la mode en ce moment, peut-être que tu pourrais essayer, c'est de collecter les poussières extraterrestres qui tombent sur le toit des bâtiments. Ah, j'adorerais ça. Ouais. Ouais, très bonne idée. Alors, Comment on fait Voilà, c'est tout petit. Je suis pas sûre que tu aies assez de matériel pour faire quelque chose, mais je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va dans les régions centrales, donc à Domsé, un endroit qui s'appelle Dom Charlie, Domsé. Donc pour aller de Dumont-d'Urville, qui est la base française à la côte, à Domsé, on prend un petit avion, donc un Twin Otter avec des pilotes canadiens qui sont un peu fous, parce que pour voler dans ces régions-là avec une météo qui peut changer toutes les 5 minutes, faut être avoir le cœur bien accroché. Et donc c'est 4 heures d'avion. Il faut savoir que le Domsé c'est à 3200 mètres d'altitude, donc on monte, et comme l'atmosphère est un peu plus fine, on est comme si on était à 3800 mètres, donc on arrive là, on est un peu enthousiaste, voilà. Donc on se dit, oh là là, je vais chercher de la poussière, ça va être super. Et donc les scientifiques et le matériel léger partent par avion, et tout ce qui est la station a pu être construite grâce à ce qu'on appelle le RAID, qui est cette caravane de containers tirés par des engins à chenilles, qui sont une entreprise franco-italienne. Il faut savoir que le Domsé est une base franco-italienne. Et donc une fois arrivé sur cette base, donc quand moi j'y suis allée, c'était en 2002, c'était il y a longtemps, c'était avant que j'ai mes enfants, et depuis donc on tourne pour aller sur place. Et donc voilà à quoi ressemble la station Concordia, c'est ces 2 tours blanches et rouges, c'est vraiment impressionnant. Donc maintenant il y a des gens qui restent sur place, même en hiver. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 mois d'été, 6 mois d'hiver. Et en hiver, on est complètement isolé, on peut absolument pas être secouru ou quoi que ce soit. La météo, il y a des vents très violents et il fait nuit. Et donc c'est aussi un endroit où ils font des expérimentations pour des missions spatiales interplanétaires. Si on est isolé pendant 6 mois, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on devient complètement fou ou pas? Mais nous, on y va qu'en été, donc on est encore à peu près sain d'esprit. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc pour collecter cette poussière, on va aller faire des gros trous dans la neige. Donc on va faire des tranchées. Alors on les fait faire, on les creuse pas à la main. On les fait faire par des dameuses qui sont sur place. Et puis ensuite on va prendre la neige dans le flanc de la tranchée. On va la faire fondre, on la met dans des bidons. On la ramène à la base. Donc vous voyez que là c'est la fin de la saison. Il commence à faire un peu sombre. Et donc une fois qu'on est à la base, on va faire fondre la neige pour récolter les poussières. Donc on s'habille avec des combinaisons de salle blanche. Donc c'est des combinaisons qui sont censées apporter le moins possible de fibres, parce que comme disait Lionel, en fait, les pollutions qu'on va apporter, comme on est obligé de manipuler cette neige, c'est beaucoup des fibres. Sinon, virtuellement, il n'y a pas d'autres sources de contamination là-bas, il n'y a vraiment que de la poussière extraterrestre. Et donc ça, c'est mon collègue Jean Duprat, donc c'est lui qui est responsable de l'organisation des expéditions là-bas. Et donc ça, c'était il y a 20 ans. Hein. Et donc on contrôle sur le terrain qu'on a les poussières déjà dans les filtres et que la collecte marche bien, parce que contrairement à ce que Lionel fait, quand on va s'intéresser, c'est vraiment de la poussière, donc c'est des choses qui font de la dimension d'un cheveu. Et à l'intérieur de ce cheveu,
on va avoir alors ça c'est un peu un récap, mais voilà, quelques images de à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des images, on peut pas les voir avec des microscopes à l'œil, c'est trop petit. Donc on fait appel à des microscopes électroniques. Donc on va éclairer les échantillons avec des électrons au lieu de les éclairer avec les photons de la lumière. Ce qui fait qu'on n'a pas de couleur. Donc les images sont en noir et blanc. C'est juste une image qui est reconstruite à partir de, ben voilà, ici on a un signal ou on n'a pas de signal, donc c'est blanc, noir, gris. Et c'est à ça que ça ressemble. Donc vous voyez qu'ici, alors sur l'image de gauche qui est un peu plus grosse, donc la poussière, ça c'est une grosse poussière, elle fait un demi-millimètre en dimension les plus grandes. Et vous voyez que sur toutes les images qu'on a là, on voit des structures très granuleuses, comme si c'est des moutons de Lionel, mais à une échelle 1 million fois plus petit. Et sachant que chaque petit grain qui est à l'intérieur de ces poussières, c'est un petit grain qui s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années, au moment de la formation du système solaire, et il s'est collé avec celui qui est à côté. Donc tous ces petits grains là, ils se sont rencontrés il y a 4 milliards et demi d'années, ils n'ont pas changé depuis, et ils sont collés un peu par du carbone. De temps en temps, il y a un petit peu de minéraux hydratés aussi, d'argile. Et ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que ces petits grains qui se sont rencontrés il y a 4 milliards et demi d'années, ils sont restés ensemble depuis, quoi. C'est le plus bas taux de divorce ever. Donc moi je suis un peu comme Lionel. Moi, à chaque fois que je vois ces particules-là, j'ai une émotion parce que je me dis ici on a un témoignage de quelque chose qui s'est passé il y a tout au début, il y a plusieurs milliards d'années. Et on a la chance de pouvoir aller les regarder, les couper, les disséquer, regarder ce qui est à l'intérieur pour essayer de comprendre d'où l'on vient. Et moi, alors, on les regarde au microscope, souvent on a des étudiants et puis ou des collègues qui font « Oh, regarde ça, comme elle est belle !» Et des fois, les étudiants, ils nous regardent, mais ils sont un peu toc-toc. Hein. C'est quoi? C'est que de la poussière. Oui, c'est que de la poussière, mais c'est vraiment une émotion toujours renouvelée, et j'ai pas résisté au plaisir de vous en montrer quelques autres. Alors je vous ai montré celles qui pour nous sont les plus belles, qui sont donc ces poussières très on dit fluffy, très poreuses, très constituées de millions de petits grains individuels et qui ressemblent beaucoup à ce que fait Lionel. C'est un parallèle à des échelles de différence en taille. Mais je trouve que l'émotion, elle est là aussi. Et de plus, dans ces poussières-là, il y a de la matière carbonée, il y a des acides aminés, il y a de l'eau. Et donc, le fait que la vie sur Terre ait pu venir de petits objets comme ça, ou des plus gros, hein. Dans les météorites, il y a aussi du carbone, des composés organiques et de l'eau. Donc en fait, on vient peut-être tous de petits objets comme ça. Donc moi, je trouve ça très émouvant. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Oui. Puisque alors là, on va chercher des poussières qui viennent de l'espace, mais quelque part, on est tous des extraterrestres, puisque la Terre a été formée à partir de poussières comme ça. Peut-être la vie aussi provient de poussières de ce type-là. Et donc, on est tous des poussières d'étoiles, plus ou moins processées, plus ou moins transformées. Mais à la base, je pense qu'on vient d'un petit grain qui est à l'intérieur de cette particule. Messieurs, dames, vous n'avez pas perdu votre soirée quand même. Franchement, vous allez repartir. Vous savez, c'est dit par une scientifique de haut vol, nous sommes tous issus de la poussière d'étoiles. C'est pas mal quand même. En ces temps parfois un peu compliqués, de changement climatique, voilà, enfin une bonne nouvelle.
Grâce à Cécile et Lionel, ce soir, vous savez que nous sommes de la poussière d'étoiles. Quand même. Avec plaisir. Je voulais rebondir sur la poussière d'étoiles et le rapport à, peut-être pour parler quand même un tout petit peu des peintures aussi, non seulement dans un rapport analogique assez flagrant, je trouve, puisque face à certaines des peintures, on se demande parfois si on est, voilà, par exemple comme celle-ci, les pollinisateurs, si on est face à un objet qui serait plutôt du côté du microscope ou au contraire du côté du télescope, hein, les fameux deux infinis du camarade Blaise, Pascal, mais aussi du fait que tu utilises la poussière pour leur donner ce crépitement, et j'aime bien que cette forme aussi de paradoxe selon lequel la poussière terrestre, bassement terrestre, qui est souvent justement connoté comme un élément, je disais, gris, terne, servent pour toi, particulièrement dans des peintures de cet ordre, à révéler et à faire, à illuminer d'une certaine manière la surface, la peau, j'allais dire, de tes toiles. Est-ce que tu peux parler peut-être un peu de ces peintures, oui, et du. Alors ça, c'est assez récent en fait que la poussière vienne polliniser les peintures. C'est récent parce que pendant très longtemps, je me disais la peinture, bon voilà, c'est de l'huile, c'est la peinture, c'est quand même un matériau tellement noble et tout ça, et il y a tellement de choses à faire avec que il n'y a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Le terrain d'expérimentation est presque infini déjà. Et très récemment, c'est-à-dire à l'occasion de la préparation de l'expo là, à Chambord, voilà, des éléments extérieurs sont venus dialoguer avec la peinture et notamment la poussière, qui est principalement la poussière que j'ai récupérée dans le château. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir comment ce matériau, qui est une trace, bon, comme je l'ai expliqué avant, des échanges, de tout ça, qui est aussi au plus bas de l'échelle des valeurs, quoi, en fait. C'est la chose sans valeur, alors qui n'a de valeur que symbolique, qui n'a pas de propriété, comme tu disais, donc qui est cet élément un peu circulant, et comment il vient impacter ou polliniser, moi c'est le terme qui me vient à chaque fois, les flux de peinture. Donc moi j'ai une peinture qui se réalise souvent au sol, donc qui est très dépendante aussi de la gravité et de la manière dont les flux vont travailler entre eux. Donc c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui rappelle plein de forces en jeu dans la nature, ou peut-être dans le cosmos, ou peut-être à d'autres échelles, c'est-à-dire que c'est des jeux de dilution, de séchage, voilà, et la poussière vient granuler en fait ces flux, et donc me donner à moi, en tout cas en peinture, encore un nouveau territoire d'investigation et de possibilités comme ça d'expérimentation, puisque elle va parfois déplacer les flux qui auraient été autrement sans la présence de poussière. Elle va parfois aussi venir modifier l'aspect de la peinture finale, c'est-à-dire en venant iriser ou comme ça consteller la matière peinture de petites choses. Elle peut aussi faire apparaître la lumière. Alors ça, c'est un effet que j'adore produire, c'est-à-dire c'est quand la peinture n'est pas sèche encore, un peu en matière comme ça, je peux projeter de la poussière sur le côté, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait elle rend visible la partie qui n'est pas poussiéreuse, et donc elle donne un aspect c'est ça, on le voit un peu sur cette peinture par endroits là au milieu, ça donne un aspect comme à la surface de la lune, enfin ces images qu'on a où il y a des ombres très rasantes, et en fait c'est la poussière qui fait office d'ombre finalement et qui révèle la lumière, et ça c'est un effet que j'adore, puisque c'est la poussière et le souffle, donc qui nous ramène aussi peut-être aux premières images qu'on peut connaître au fond des parois préhistoriques, où c'est un souffle et de la poussière finalement qui viennent impacter, qui viennent nous faire coucou de très loin comme ça. Et voilà, donc alors là
Moi, ce que j'adore, c'est que c'est des lumières aussi. C'est souvent ce qu'on voit dans les images que vous montrez, y compris quand c'est à toute petite échelle. Nous, notre œil, il voit la lumière. Donc là, on voit c'est vraiment des petits éléments qui sont comme des petits nuages, des petits cristaux ou des petits dessins. Moi, quand je le vois, je me dis, c'est des petits portraits de souvenirs de l'univers naissant, quoi. Donc c'est merveilleux. Et d'ailleurs, c'est merveilleux, quoi, en fait, ces petits. Et j'en comprends totalement l'émotion que ça doit être quand on découvre un nouveau qui est un peu différent, qui est bon. Et puis je sais pas, ouais, voilà. Et donc moi oui, voilà, c'est un jeu, moi, c'est vraiment bon. La recherche est purement ludique en fait quand on est un art, c'est-à-dire que il n'y a pas d'objet de découverte qui s'articule autrement que dans ce jeu commun à l'humanité qui est celui de donner du sens à des activités qui a priori n'en ont aucun, si ce n'est de transmettre des éléments visuels, des éléments formels et qui nous sont transmis depuis le début de Sapiens, tout ça, enfin qu'on retrouve et voilà, donc c'est participer à ce jeu-là. Et moi, effectivement, je m'appuie beaucoup sur des choses qui ont peut-être à voir avec des phénomènes naturels qui peuvent être géologiques, peut-être aussi dans des échelles microscopiques. Moi, j'aimais beaucoup dans les peintures, voilà, que ça soit un peu au carrefour de ces mondes qui sont soit microscopiques, soit des paysages vus du ciel, soit un truc de l'expérimentation en tout cas, et qui fait jouer l'appareil d'Oli en fait, c'est-à-dire le fait de reconnaître des formes dans des choses qui n'en ont pas intentionnellement, et j'essaie de me situer dans ce type de territoire qui sont donc des territoires où c'est peut-être des petits tremplins de plaisir d'imaginaire ou de plaisir visuel pur, voilà. La peinture est un peu particulière puisque c'est vrai que tout le reste de mon travail est très figuratif finalement, et la peinture est le seul endroit qui est une exploration de formes inconnues pour moi. Donc c'est là où peut-être je me sens explorateur. Moi c'est parce que ça m'emmène dans des territoires que je découvre en les convoquant et en voilà. Oui, voilà. Cela dit, je pense que on a conscience dans ce dialogue que il y a au fond quand même deux types de savoir. Évidemment, ton exploration, pour reprendre ton terme, n'est pas d'ordre évidemment scientifique, mais qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un savoir évidemment différent, peut-être une rationalité différente, et puis aussi une forme de perturbation quand même. Parce que on a un peu tourné autour depuis le début, mais ce geste de s'approprier la poussière qui donc encore une fois n'a pas de propriétaire, de donner une forme à ce qui n'en a pas, de travailler sur la frontière assez labile entre justement le propre et la poussière. Est-ce que tu... Alors, en plus là on ne va pas parler, puisque là on était vraiment sur la poussière, mais d'autres parties de ton travail avec des choses bien plus dégoûtantes encore, hein, cher monsieur. Oui. Les peaux mortes, les ongles, les choses comme ça. Mais quand même, on ne peut pas ne pas l'évoquer dans le sens où il y a quand même chez toi une volonté affirmée, voilà, de travailler avec le rebut, le déchet, c'est-à-dire ce qui a déchu, ce que la société ne veut pas voir. Et donc il y a quand même une forme de perturbation dans le geste artistique qui n'est pas simplement d'ordre esthétique, enfin du plaisir esthétique que tu peux donner au spectateur. Il y a quelque chose aussi, peut-être de manière plus discrète, mais assez prégnante quand même, une forme de perturbation presque politique. Oui, alors ça complètement, oui. Il y a plusieurs choses à dire. Il y a le rapport au dégoût. Qu'est-ce qui est le dégoût, justement, quand tu dis par exemple beaucoup plus dégoûtant des peaux mortes? C'est vrai qu'on sera tous beaucoup plus dégoûtés par un petit bout de peau morte, de peau de pied. Allô? Ah oui, bon. Ah, il était temps de le dire alors, parce que... Bon, on recommence. Ça fait donc 3 quarts d'heure qu'on parle dans le vide, c'est ça? D'accord.
On recommence. Alors, Bonjour. Lionel Sabaté, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ce qui est intéressant, c'est il y a le rapport au dégoût déjà. Donc, par exemple, tu disais les peaux mortes qui nous dégoûtent plus a priori que des moutons de poussière, alors que concrètement, c'est beaucoup moins sale en fait. Si on parle de la dangerosité, de la saleté, un mouton de poussière est potentiellement plus dangereux, contient plus de germes qu'un morceau de peau morte, qui a priori est plus ou moins propre, mais bon. Ah oui, c'est vrai que là, ouais. Et donc il y a ce rapport au dégoût qui est très intéressant. Qu'est-ce qui nous dégoûte en fait? Moi, c'est des choses qui m'intéressent en étant artiste et en réfléchissant à qu'est-ce qui nous attire aussi. Forcément, je pense beaucoup à ce qui nous dégoûte. Et donc il y a cette partie-là dans le travail, et il y a la question de la valeur aussi qui est hyper importante dans l'art, quoi, la valeur des matériaux. Et qu'est-ce qui fait qu'on accorde de la valeur à un matériau? C'est complètement aberrant en fait. On pourrait dire que le trésor ultime, c'est les deux petites particules qui se sont associées il y a 4 milliards d'années et qui sont toujours ensemble. On pourrait dire c'est ça qui a le plus de valeur au monde. On pourrait dire bon bah c'est de l'or parce qu'il y en a pas beaucoup, parce que je sais pas pourquoi. D'ailleurs c'est joli, ça brille, mais tout ça est en fait au même niveau. Et pour moi, c'est intéressant d'aller appuyer à l'endroit où ces choses sont pas évidentes. Donc la poussière, voilà, qui est du métro, qui est pour moi un trésor, qui est pour moi difficile à récupérer, qui me demande beaucoup de temps, qui je peux pas récupérer autrement que en allant balayer, parce qu'on peut pas me la fournir, on peut pas. Donc il y a un truc qui est aussi lié au travail, à l'effort, qui est lié aussi au fait d'être à contre-courant, c'est-à-dire cet endroit présente aussi la particularité de être un endroit, on dit par exemple métro boulot dodo, c'est l'endroit, là, le moment où il y a le plus de poussière, c'est aux heures de pointe, avant que le nettoyage soit fait. Donc moi je suis dans le flux des gens qui vont travailler pour la plupart, ou certains qui rentrent de fête, mais ils sont moins nombreux. Et je suis dans un truc qui est très particulier. Alors au début, justement, quand moi j'étais encore étudiant, que j'avais pas une insertion sociale, il y avait tout ce questionnement-là sur qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est, comment on s'organise, qu'est-ce que c'est quelle valeur on attribue aux choses, pourquoi un grain de poussière vaut moins que un fragment de soie, quoi, par exemple, si on parle de ces poussières, parce qu'il y a aussi des petits morceaux de tissu qui sont de la soie. Et tout ça est très important et très actuel, je crois, en plus. C'est qu'on est dans un monde où on a construit tout un système de valeurs qui nous mène successivement dans le mur, hein. Je crois que c'est l'histoire de l'humanité. Mais là, voilà, peut-être on peut se réinterroger sur finalement qu'est-ce qui a valeur pour nous, quoi. Et je crois qu'il y a ça dans les choses que je propose, qui sont qui s'articulent autour du dégoût, de la valeur, et qui auront de cet aspect-là quelque chose d'éminemment politique, mais une politique qui est pas, qui est presque plus symbolique, enfin je sais pas comment dire, tu vois, c'est du politique, voilà, c'est ça, plus que d'une réponse à une situation politique actuelle, c'est plus voilà, c'est ce que t'as dit. Je sais pas si ça marche, ouais. Il y a quelque chose qui me frappe aussi beaucoup, qui m'a frappé dans ce que vous avez, c'est un terme que vous avez tous les deux employé, et qui est aussi lié à la question disons, du propre, qui pourrait être aussi la question du pur, c'est le terme de recyclage. Et de recyclage en plus, non pas à la manière, je sais pas, des nouveaux réalistes qui recyclaient comme ça les produits manufacturés, mais au contraire justement du recyclage de la poussière. Et tu disais aussi, Cécile, que en fait cette poussière a été recyclée, ça m'a beaucoup frappé, et recyclée pendant des milliards d'années, et que en fait donc je me suis dit que là il y avait vraiment un lien assez troublant avec la pratique de Lionel, c'est-à-dire au fond que le recyclage, alors je ne vais pas employer le terme de naturel d'ailleurs, mais cosmologique, disons, serait une manière de réinventer en permanence quelque chose qui, la matière, et in fine, pour ce qui nous concerne, la vie organique, quoi. Je pense qu'effectivement, on est
que ce soit les poussières, que ce soit nos organismes, on va se transformer en matière organique, en terre, même pour les végétaux qui vivent, qui meurent, qui sont recyclés. Effectivement, j'ai l'impression que c'est une espèce de cercle cosmique qui est naturel, qui se retrouve dans la nature un peu à toutes les échelles, et c'est ça je trouve c'est rigolo, le parallèle entre cette poussière à toute petite échelle et puis les poussières beaucoup plus macroscopiques qu'utilise Lionel. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et pour revenir un peu à cette notion de matière organique, il y a une vingtaine d'années maintenant, on a trouvé des poussières complètement différentes de ce qu'on avait jusqu'à présent, qui sont ces poussières-là, qui sont, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des poussières qui sont principalement formées de matière organique. Donc tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté, là, les petits grains, c'était du caillou. Donc du caillou, un peu comme la poussière minérale que récolte Lionel. Et donc on peut dire que cette matière organique, là, c'est les cheveux et puis les peaux mortes qui viennent des comètes. Alors bon, voir s'il y a des humains sur les comètes, je pense pas, mais au contraire, c'est de la matière organique, donc qui est précurseur de ce dont on est constitué actuellement. Et ça a été analysé aussi par des missions spatiales. Alors, il y a eu la mission Rosetta il y a pas très longtemps, qui s'est terminée en 2016, qui avait été envoyée justement pour comprendre un peu la formation du système solaire vers une comète, qui a été nommée comme ça par analogie avec la pierre de Rosette, qui nous a permis de comprendre les hiéroglyphes. Donc là, c'était une mission qui était censée nous faire comprendre tout sur la formation du système solaire. Alors bon, c'est comme toutes les expériences scientifiques, ça donne quelques réponses et puis ça pose encore 3 fois plus de questions que ce à quoi on avait pensé initialement. Mais ça a été aussi une aventure extraordinaire. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une comète vue du ciel. Ça, c'est un noyau de comète vu de tout près par une mission spatiale. Vous voyez que ça ressemble. Alors celui-là, les ingénieurs ont été très inquiets. Si vous aviez suivi la mission Rosetta, c'est qu'au départ, ils ont fait atterrir un petit lander sur la comète, mais ils s'attendaient pas à une forme aussi complexe. Donc faire atterrir à des millions de kilomètres un petit atterrisseur sur un objet de forme aussi complexe avec du coup des champs de gravité un peu complexes, c'était une gageure. Et ils l'ont appelé le canard parce que dans un certain angle ça ressemble un peu à un canard de bain qu'on peut trouver. Et on comprend toujours pas la forme de cette comète. Est-ce que c'est 2 morceaux qui se sont agglomérés? Est-ce que c'est un qui s'est cassé, etc. Donc ça pose encore plein de questions. Mais on a collecté des poussières à l'occasion de cette mission. Donc là, vous avez des poussières qui ont été collectées in situ lors de cette mission spatiale sur des petites plaques. Alors elles sont un peu écrabouillées parce qu'on les a collectées avec une vitesse qui était pas négligeable, quelques mètres par seconde, donc quelques dizaines de kilomètres heure. Et vous voyez qu'on retrouve cet agrégat de choses un peu fines, comme si on avait lancé une boule de neige sur un mur, par exemple. Et donc c'est vraiment, on a une évidence supplémentaire que c'est vraiment ces constituants élémentaires qui ont servi probablement pour tout ce qui a formé les planètes. Donc on retombe sur des choses très primordiales, des émotions aussi qui nous ramènent à qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Et voilà. Donc la mission s'est finie en 2016. Ils ont atterri sur la comète. Donc on voit les dernières images là de plus en plus grosses et on voit que ça pourrait ressembler à un terrain désertique, sauf que la plupart de ce qu'on voit c'est de la glace et puis de la poussière. Et donc là c'est un objet dans lequel il y a beaucoup de carbone, donc beaucoup de matière organique. Et l'interprétation qu'on a, nous, pour expliquer la formation de cette matière organique très loin du Soleil, c'est que toujours le Soleil et puis les rayonnements qui viennent de la galaxie vont processer cette glace, qui n'est pas seulement de la glace d'eau, mais il y a aussi d'autres espèces dedans,
Et à partir de cette interaction entre ces rayonnements et puis ces glaces, on peut faire de la matière organique. Et donc, c'est peut-être aussi de là que l'on vient, et que cette matière organique dont on est formé actuellement vient peut-être aussi des régions très, 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 très lointaines du Soleil. Alors, on n'a pas la réponse. Il y a beaucoup de scientifiques qui essayent de comprendre d'où cette matière organique vient et comment elle s'est formée. Mais peut-être qu'elle vient aussi des confins du système solaire. Voilà. Donc, de nouveau, nous sommes tous les enfants des étoiles. Peut-être que on peut, voilà, s'il y a des questions, Donc déjà, merci beaucoup, mais on va peut-être prendre quelques questions avant de conclure. En vous entendant parler, je pensais à une des techniques de pointe de la recherche sur l'ADN ancien, qui consiste à recueillir la poussière des sols et pour en extraire des vestiges organiques, moléculaires qui datent de l'existence des hommes fossiles, par exemple. Et on trouve de l'ADN de néandertaliens ou de l'ADN de sapiens anciens sur des sols, et ça permet aussi de tirer des conclusions sur l'histoire de l'humanité à travers ces traces, ces poussières en quelque sorte. Donc ça entre aussi dans il me semble, dans le spectre de ce que vous décrivez en matière de mémoire et de vestiges, de poussières, de traces organiques. Voilà. Oui, tout à fait. Et je pense que du coup, j'ai facilité le travail des chercheurs du futur. Comme ça, ils auront déjà tout ce qu'il faut dans un loup. Et en fait, je pensais beaucoup à des choses comme ça. Oui, quand je récupérais la poussière, je pensais à ça comme un message. En fait, je pense que la poussière, elle est, et c'est ce que tu dis aussi, tu vois, elle est porteuse de messages. En fait, tous les éléments, ils veulent dire des choses. En fait, si on les regarde, les écoute, soit scientifique, soit symbolique, soit et donc moi je prenais vraiment ça comme récolter un message, mais maintenant plutôt que d'aller chercher un message ancien, c'était un moyen de récupérer un message de maintenant et peut-être pour le futur, peut-être pour juste un déplacement, et voilà. Et puis avec cette idée de que ça prenne une autre forme, donc une autre vie, comme voilà ce dont on parle, c'est que c'est pas recycler, c'est réinventer en fait à chaque fois. C'est la même chose qui bouge quoi en fait. Ça donne cette impression là. Moi j'avais cette idée aussi que c'était à nous de faire, nous c'est la poussière de maintenant qui est agitée, puis après c'est d'autres forces qui l'agiteront quand on sera plus là. Et voilà, je pensais à des trucs comme ça qui effectivement sont porteurs, oui, de cette pratique de balayeur, recycleur, ouais. Merci pour ces échanges. Ma question, elle est assez naïve, mais Chambord, c'est pas un lieu comme les autres quand même. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. Alors pourquoi Lionel s'abattait à Chambord? Et c'est une rencontre, c'est un projet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait lieu à Chambord? Ça, je crois qu'il faut demander à mon voisin de droite, qui est responsable du forfait. Ouais. Donc je peux faire deux types de réponses. La première chose, c'est que mon idée à chaque fois, c'est d'inviter un artiste dont je pense qu'il a une pratique qui peut entrer en dialogue de manière plus ou moins évidente avec l'esprit des lieux. Alors, j'ai la chance à Chambord d'avoir un esprit des lieux qui est extrêmement divers, puisque c'est un château qui a une entrée à la fois cinégétique, politique, bien sûr, naturelle,
symbolique, tu le disais, spirituelle, religieuse. Donc il y a beaucoup de possibilités, si je puis dire. Surtout qu'en plus c'est pas simplement le château, mais c'est un domaine avec une très grande forêt, avec plein d'animaux dedans, etc. Et donc après, pourquoi Lionel? Parce que il me semblait répondre à cela, précisément parce que, alors pour plusieurs raisons, disons grossièrement, c'est parce que déjà je pense que son travail articule les deux dimensions qui sont celles justement de la forêt, c'est-à-dire du naturel, et de l'esprit humain, l'architecture. Et puis que je pense que cette question de recyclage, de réinvention, de renaissance, elle est aussi vraiment fondamentale, évidemment, pour le moment qui est celui de l'origine de la construction du château. Donc, je pense que j'ai pas eu tout à fait tort, notamment quand on voit, alors là on n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais par exemple Lionel a implanté des champs d'oiseaux, donc c'est une sorte de grands pâtons, comme une sorte de stylite comme ça, avec un oiseau, une chouette qui est à leur fête, le plus important est faisant 9 mètres, qui est le mètre Chambord. En fait, c'est 9 mètres, c'est en gros le diamètre du rayon du rez-de-chaussée, si on, enfin, voilà. Et puis les plus petits font 1 mètre, et en fait ils sont exactement l'articulation entre la forêt qui entoure le château et le château lui-même. Et ils en sont comme la mise en abîme, puisque à la fois ils sont leur fête, donc ils se terminent par un oiseau, donc un oiseau qu'on pourrait trouver dans la forêt juste à côté, et en même temps ils sont un témoignage de l'industrie humaine, si je puis dire, pour reprendre un terme employé par Charles Quint en 1539 lors de sa visite à Chambord. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il y avait un lien, en fait, la première pièce que tu m'as dit, il faut absolument qu'il soit là, c'est les loups en poussière. Donc moi, au début, j'étais un peu, j'ai déjà montré tout ça, puis après, bon, je me rends compte que c'était vraiment hyper juste et beau pour moi que cette pièce puisse être montrée dans cet endroit. Je crois qu'il y a une connivence en fait curieuse entre Châtelet-Les Halles et le château de Chambord. Alors je m'explique. C'est que en fait. Oui, explique-toi quand même, parce que ouais. Ça ne tombe pas sous le sens. Alors voilà. Le château de Chambord, au centre, c'est un escalier comme ça qui tourne en spirale, comme un brin d'ADN. C'est l'escalier à double révolution qui est en fait la circulation. C'est la possibilité de circuler, et cette possibilité de circuler est au centre d'un château qui est lui-même au centre d'une forêt qui fait la dimension de Paris. Exactement. Et Châtelet-Les Halles, c'est au centre de Paris. Et c'est un endroit qui est fait pour circuler, et qui est l'endroit au monde où il y a le plus de gens qui circulent en une journée. Donc c'est deux endroits qui finalement ont quelque chose en commun, enfin dans ma manière de voir, quoi, en tout cas. Donc il y a la sauvagerie, il y a le centre, il y a alors l'escalier lui il monte, Châtelet c'est plus on descend comme ça mais il y a un truc en commun en fait. Et je l'ai d'autant plus ressenti quand les loups sont arrivés au pied de l'escalier à double révolution, c'est qu'il y a eu un truc pour moi en tout cas de rencontre presque destinée, quoi, en fait. Alors ça paraît curieux de s'imaginer que la poussière récupérée dans le métro il y a 20 ans se retrouve au pied d'un fleuron comme ça de l'architecture Renaissance. C'est quand même un drôle de truc, mais je crois que c'était destiné, quoi, presque. Enfin, ça fait tellement sens que c'était comment ne pas y avoir pensé plus tôt, quoi, presque. Une fois que c'est fait. En fait, pour moi, ouais, tu vois. Et voilà. Non, je crois que ce que dit Lionel est tout à fait juste, et parce qu'il y a à la fois effectivement, tu parlais des loups, moi pour le convaincre, je lui dis non, il faut absolument que tes loups soient là, parce que le loup a été à Chambord jusqu'à la Révolution, et Louis XIV est le dernier roi à avoir chassé le loup dans le domaine. Et ça c'est important parce que c'est une histoire qu'on peut raconter, et dans un lieu
qui n'est pas un centre d'art, qui n'est pas un musée, dans lequel les gens viennent évidemment pour toute autre chose que de voir de l'art contemporain. C'est important aussi d'avoir des histoires comme ça qui puissent être légitimées, en tout cas en surface, la présence d'un artiste, en tout cas de certaines pièces. Mais il a particulièrement raison sur la question de la circulation. Je pense que là, on n'a parlé que d'une partie de l'œuvre et en la prenant en tirant la pelote du mouton de poussière. Mais je pense que l'œuvre de Lionel est fondamentalement marquée par la circulation et que le château est éminemment un lieu de circulation. Et je pense que d'ailleurs c'est l'une des, non pas des preuves, mais l'ombre portée de Léonard de Vinci sur le château de Chambord, pour moi, elle est vraiment sur cette question-là. Léonard est quelqu'un qui, toute sa vie, a été fasciné, obsédé par les flux, la question de la circulation. Les flux humains, et notamment liés d'ailleurs à plus que des bactéries, à la peste, la peste de Milan notamment, mais aussi les flux d'eau. Enfin, vous connaissez sans doute les derniers dessins, les dessins de déluge, et puis les flux de notre propre corps, les flux du sang, de la lymphe, etc. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par cette question, qui est d'ailleurs parfois une question insoluble de la circulation. Et chez Lionel, le recyclage, mais aussi plein d'autres choses qu'on pourrait aborder sont liées à ça. Donc je pense qu'il y avait effectivement aussi quelque chose de très profondément un appel comme ça, une coïncidence, un alignement des planètes pour que ce garçon vienne investir. Encore une autre question ou... On va aller boire un coup. On a une question. Alors, l'exposition, elle va durer jusqu'au 17 septembre. Donc il reste encore un petit peu de temps pour aller la voir. Et la plupart des œuvres après vont partir dans des collections ou pour certaines revenir dans mon atelier. Mais l'une d'entre elles, qui s'appelle La Dame du Lac et qui est réalisée dans la forêt, qui est donc autour du château, elle va rester de façon permanente sur place. Elle est à peu près 10 minutes de marche du château, au bord d'un étang. Et donc elle, vous pourrez aller la voir, voilà. Et sinon, les autres pièces, voilà, vont être dans différentes collections. Oui. C'est une pièce que, effectivement, qu'on peut voir. En fait, le parc n'est jamais fermé. Donc, oui. Il est accessible évidemment sans payer. Enfin, c'est domaine public. Donc, cette chouette peut être vue 24/24, 365 jours de l'année. Il faut juste faire attention. Il peut y avoir des sangliers dans le coin. Donc, ils sont plutôt amicaux, mais voilà. Et puis peut-être pour vous laisser sur un dernier petit, pour reprendre d'ailleurs, pour rebondir sur la remarque de Madame sur la question de l'ADN au sol, peut-être tu peux juste, parce qu'on parlait d'alignement des planètes ou de hasard objectif, parler de, non pas de la construction de la chouette, mais enfin très vite, et surtout de ce que tu as trouvé là. Parce que oui, alors oui. Alors, ça c'est, oui, alors donc pendant que je faisais cette sculpture, en fait j'ai trouvé lors le deuxième jour, un petit silex qui était en pointe, comme ça, et qui, me semblait particulièrement tranchant. Et donc je l'ai montré à Yannick, et qui m'a dit, oui, que dans le coin, il y avait eu des populations il y a 12 000 ans. Donc j'ai envoyé une image de ce petit silex à des préhistoriens que je connaissais à Bédéa, qui m'ont dit ça pourrait être peut-être un burin, donc un outil qui servait à dessiner. Après, je l'ai montré à quelqu'un qui est ici dans la salle, qui m'a dit peut-être pas, même pour lui non. Et après, je l'ai montré à un autre encore préhistorien qui m'a dit peut-être quand même si. Donc on ne sait pas en fait trop si c'était un silex
produit par... en tout cas, c'est un petit élément qui était comme un petit clin d'œil, et parce que c'était peut-être à quelqu'un qui, il y a 12 000 ans, gravé avec, ou pas, on ne sait pas, c'est du mystère. Et ce petit élément sera posé au centre de la sculpture, qui est une chouette et en même temps une caverne. C'est-à-dire on peut rentrer, c'est un croisement entre une chouette et une caverne, donc on peut rentrer dans la sculpture. Et on verra donc ce petit silex, et on pourra, en fait, il aura juste fait ça, on pourra monter de 2 mètres de la place où il était, et il sera donné au regard. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir avec moi depuis quelques temps. J'ai fait un peu quelques dessins avec. Et voilà. Je vous interromps, mais je voulais juste vous remercier et remercier tout le monde, tous ceux qui sont venus. En tout cas, merci d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Et puis merci à vous, parce que c'était vraiment très intéressant. Voilà.